Penses-tu que la société est cruelle et injuste? Tu n'imagines même pas ce que c'était de vivre au Moyen Âge. La société actuelle a beaucoup évolué au cours des derniers siècles dans des domaines comme la connaissance, l'économie, les lois et les droits humains. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 1000 ans, les hommes et les femmes vivaient soumis à des lois et pratiques qui seraient aujourd'hui considérées comme des crimes. La vie au Moyen Âge était complexe et difficile, remplie d'oppression, d'abus et de coutumes qui provoqueraient aujourd'hui du dégoût chez beaucoup. Les hommes et les femmes médiévaux acceptaient et soutenaient même des comportements qui, au XXIe siècle, seraient dénoncés aux autorités. C'est pour cette raison que, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de certaines coutumes médiévales qui seraient aujourd'hui considérées comme criminelles. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est interdit de torturer des prisonniers pour obtenir des aveux ou des informations, même si je sais que beaucoup de films, séries télévisées et chansons actuelles te font saigner des yeux et des oreilles. Cependant, au Moyen Âge, pratiquer la torture était quelque chose de normal et accepté par les autorités politiques et religieuses de l'époque. Et ce n'est pas seulement pour obtenir des aveux qu'on utilisait la torture. Si l'accusé ou le témoin décidait de collaborer avec les autorités, il pouvait également être torturé pour vérifier la véracité de sa déclaration. On peut donc dire que le fer rouge était le détecteur de mensonges médiéval. Néanmoins, il était plus courant que seuls les esclaves, paysans et personnes déshonorées soient torturés. Les nobles ne recevaient pas ce type de châtiment. Et un exemple des différences de traitement par la loi entre riches et pauvres est l'ordalie. Tandis que les classes pauvres devaient endurer la douleur du fer brûlant ou d'autres pratiques brutales, les nobles et les clercs se contentaient de ne pas s'étouffer avec un morceau de pain et de fromage béni pour prouver leur innocence. Les tortures pouvaient être très variées et créatives. Les accusés d'hérésie pouvaient être entaillés depuis l'anus jusqu'à la nuque avec une lame d'argent, ou bien être forcés à boire des litres d'eau sous pression, ce qui provoquait une suffocation et une douleur extrême. Et on pouvait toujours finir de nettoyer l'âme de l'hérétique en le brûlant sur le bûcher. Crois-moi quand je te dis que les méthodes étaient très variées, mais toujours brutales. Même si le développement social a rendu obligatoire la nécessité de preuves solides, comme les témoignages ou d'autres éléments matériels, pour condamner quelqu'un, la torture ne fut abolie dans les systèmes juridiques européens qu'à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Cependant, les fascistes et les communistes se sont chargés de la ramener au XXe siècle. Aujourd'hui, torturer une personne est considéré comme un crime contre l'humanité. Ce serait impensable qu'au XXIe siècle, on punisse quelqu'un de cette manière, non? Dis-nous en commentaire quelle est ta torture préférée. Mais nous ne pouvons pas continuer à parler de coutumes médiévales qui seraient aujourd'hui des délits sans évoquer le système judiciaire médiéval. Aujourd'hui, les autorités peuvent rendre des verdicts et des condamnations basées sur des preuves solides, comme les empreintes digitales, les concordances ADN, les témoignages et bien d'autres techniques d'investigation. Mais au Moyen Âge, rien de tout cela n'existait. Ainsi, la preuve ultime pour condamner une personne était l'aveu. Par conséquent, s'assurer de la véracité de cette déclaration était une tâche cruciale. En général, les accusés de crimes étaient soumis aux ordalies mentionnées plus tôt. Celle-ci n'était rien d'autre qu'un processus de preuve infligé à l'accusé afin que Dieu révèle s'il était innocent ou coupable. Des événements comme ceux-ci se sont produits de nombreuses fois au Moyen Âge, mais seraient impensables aujourd'hui. Obtenir un aveu sous la torture ou la contrainte, ou utiliser une ordalie comme preuve décisive, est aujourd'hui impossible. Cela suffirait à déclarer le procès nul et les preuves invalides. Cependant, l'absence de droits humains et civils rendait ces pratiques courantes sous le féodalisme. Ces pratiques étaient très populaires en Europe occidentale, surtout dans les royaumes anglo-saxons et germaniques. Mais pense un instant. Peux-tu imaginer que ta vie dépende du fait que tu ne sois pas brûlé en tenant un morceau de fer rouge? Ou d'être jeté dans un lac et que, si tu te noies, tu es innocent, mais si tu flottes, tu dois mourir sur le bûcher? Accuser des femmes, et parfois même des hommes, de crimes comme la sorcellerie n'était pas rare dans l'Europe médiévale.
Même si la grande vague de chasse aux sorcières a commencé à la fin du Moyen Âge, des persécutions violentes ont eu lieu tout au long de cette période. La chasse aux sorcières relevait peu du combat contre le surnaturel ou le démoniaque. C'était surtout un moyen d'opprimer, d'exercer un contrôle et d'institutionnaliser la peur. Et même si au fil de l'histoire des hommes furent aussi accusés, les chiffres sont presque insignifiants comparés au très grand nombre de femmes assassinées pour avoir été reconnues coupables de crimes comme voler sur un balai, faire des pactes avec le diable, provoquer des maladies et des sécheresses, ou causer l'impuissance et les fausses couches. Des textes démonologiques comme le Malleus Maleficarum justifiaient la chasse, la torture et l'exécution des supposées sorcières, qui étaient dans la plupart des cas des femmes âgées, des veuves, des guérisseuses, des sages-femmes, ou simplement des femmes qui dérangèrent la société parce qu'elles n'étaient pas politiquement correctes. Et lorsqu'une femme défiait les autorités, celles-ci ne tardèrent pas à l'accuser et à s'en débarrasser pour toujours. Le cas le plus célèbre du Moyen-Âge est sans aucun doute celui de Jeanne d'Arc, une jeune Française qui fut diffamée et brûlée vive comme hérétique. Jeanne avait déclaré avoir eu des visions dans lesquelles l'archange Michel lui donnait l'instruction d'aider Charles VII à être couronné roi de France. Les Français accueillirent Jeanne avec scepticisme et enquêtèrent sur son passé et sa conduite jusqu'à déterminer qu'elle était une jeune catholique irréprochable. Cependant, l'influence atteinte par la jeune héroïne ne plaisait pas aux Anglais. Jeanne fut capturée et soumise à un procès sans garantie légale, durant lequel elle fut privée de ses droits les plus fondamentaux, comme l'assistance d'un conseiller juridique. Elle fut finalement reconnue coupable des charges d'hérésie et de travestissement. Et dans une décision plus politique que religieuse, elle fut condamnée à mourir sur le bûcher. Bien que célèbre, Jeanne d'Arc ne fut qu'une parmi plus de 40 000 femmes exécutées pour ce type de crime, quelque chose qui serait aujourd'hui impensable dans la société occidentale moderne. La discrimination et la misogynie de ces pratiques sont inacceptables de nos jours. Rappelle-toi toujours, si tu as des visions, tu n'es pas une sorcière ou un sorcier, mais tu as peut-être besoin d'aide. Il existait de nombreuses autres coutumes discriminatoires au Moyen Âge qui, aujourd'hui, seraient des délits. Et l'une des plus aberrantes était les mariages forcés. Ce type de mariage était une union dans laquelle au moins l'un des deux, presque toujours la femme, ne donnait pas son consentement pour se marier. Tout au long de l'histoire, ces mariages reposaient sur les intérêts économiques, politiques et religieux des familles. Ils étaient fréquents et normalisés dans une société médiévale où les femmes étaient reléguées au rôle de pions sur l'échiquier familial. Dans les classes supérieures, les filles étaient considérées comme une monnaie diplomatique servant à conclure des alliances, des trêves ou des pactes territoriaux. Dans les classes inférieures, ce n'était guère différent. Les paysans et les personnes les plus pauvres mariaient aussi leurs filles pour obtenir un certain bénéfice, comme unir les terres de deux familles ou régler une dette. Oui, si ton père ne pouvait pas payer ses dettes, il t'envoyait rejoindre le créancier. Il me semble qu'il existe plusieurs documentaires à ce sujet sur le YouTube Orange. Le plus horrifiant dans tout cela était l'âge auquel on obligue les gens à se marier. Et actuellement, on ne concevait pas l'adolescence au Moyen Âge. On considérait que l'on passait directement de l'enfance à l'âge adulte. Cela provoquait que beaucoup de mariages étaient contractés et consommés entre des couples presque enfantins. Par exemple, Alfonso V de Portugal et sa nièce Isabelle furent mariés alors qu'ils n'avaient à peine que 10 ans. Ce serait une barbarie absolue aujourd'hui. Au moins, le couple de monarques portugais attendit leur 15e année pour consommer leur union. Mais cet exemple n'est qu'une exception. Margaret Beaufort, mère d'Henri VII d'Angleterre, épousa son mari alors qu'elle n'avait que 12 ans et devint veuve 1 an plus tard. Parfois, l'écart d'âge entre les époux était énorme, comme ce fut le cas pour le mariage d'Isabelle de Valois, âgée de 13 ans, et son époux Philippe II d'Espagne, qui avait 20 ans de plus au moment du mariage. Il va sans dire que ce genre de mariage serait impensable dans la société occidentale moderne, même s'ils existent encore malheureusement dans certaines parties du monde. Une autre caractéristique courante au Moyen Âge, et que nous ne subissons plus aujourd'hui, est la servitude comme mode d'organisation sociale et économique. Celle-ci a défini la vie de millions de personnes pendant le féodalisme,
car les serfs étaient principalement des paysans liés à la terre, devant obéir à leurs seigneurs et payer des tributs. Et bien qu'ils n'étaient ni pas esclaves, ils n'étaient pas non plus libres. La servitude n'était rien d'autre qu'une relation de dépendance établie entre le seigneur féodal et son vassal. Le seigneur féodal offrait en contrepartie des terres à cultiver, une protection militaire en cas d'attaque et une sécurité alimentaire en période de crise. En guise de paiement, le paysan travaillait les terres du seigneur et en remettait une partie de la récolte. De plus, le paysan ne pouvait abandonner la terre sans autorisation et était légalement subordonné à son seigneur. À l'époque, on distinguait 3 types de serfs, les serfs de la gleba, liés à la terre. Ces personnes avaient une liberté tellement limitée que, si le seigneur féodal vendait ses terres à un autre noble ou riche, les serfs étaient transférés aussi. Le deuxième groupe était constitué des serviteurs domestiques, ceux qui travaillaient dans la maison du seigneur féodal en cuisinant, nettoyant, etc. Le troisième et dernier groupe comprenait les artisans, qui exerçaient des métiers tels que forgerons ou meuniers, mais devaient verser une partie de leurs revenus en tribut. La vie d'un serf consistait à travailler quotidiennement, à livrer une partie de ses récoltes au seigneur féodal et les dîmes à l'église. De plus, le seigneur féodal pouvait leur facturer l'utilisation des moulins ou des ponts. Enfin, si le paysan voulait se marier ou déménager dans une autre région, il ne pouvait le faire qu'avec l'autorisation de son seigneur. Telle était la norme du fonctionnement social pendant tout le Moyen-Âge. Quelque chose d'impensable aujourd'hui, puisque notre société est caractérisée par le respect des libertés individuelles. Les gens peuvent vivre où ils veulent, exercer le métier qu'ils souhaitent et ne pas payer d'impôts abusifs aux politiciens. Pardon, je voulais dire aux seigneurs féodaux, non? En vérité, la servitude telle qu'elle était pratiquée au Moyen-Âge constituerait aujourd'hui un délit et une violation des libertés et droits des individus. Mais poursuivons notre tour des coutumes médiévales devenues criminelles aujourd'hui en abordant les duels, un aspect du Moyen-Âge largement mythifié. Dans la littérature comme au cinéma, nous avons maintes fois vu des hommes dont l'honneur était entaché défier d'autres à un duel à mort à l'aube. Et, comme on l'imagine dans la fiction, cette pratique était courante au Moyen-Âge. Si quelqu'un insultait l'honneur de ta famille, tu le défiais en duel. Si quelqu'un franchissait tes terres sans permission, tu lançais un duel. Si quelqu'un offensait une jeune fille à la taverne, tu le défiais aussi. Cependant, ce droit était exclusif à la noblesse, car au Moyen-Âge, on estimait que seuls les riches avaient de l'honneur. Les pauvres et les paysans ne pouvaient régler leurs différends qu'en s'adressant à leur seigneur féodal pour qu'il les juge. Les duels pouvaient aussi découler de la vengeance et étaient souvent réglementés et ritualisés. Ils possédaient un caractère juridique, car on croyait alors que le jugement de Dieu décourageait les gagnants de ces affrontements. Toutefois, malgré la légende, la majorité des duels n'étaient pas à mort. Dans les jugements par combat, il suffisait que l'une des parties se rende pour clore le combat. Quant au duel d'honneur, les combattants arrêtaient lorsqu'ils estimaient avoir satisfait et restauré leur honneur. On risquait la vie en théorie, mais personne ne souhaitait réellement mourir dans un affrontement. Bref, plus de la posture que de la réalité. De nombreux duels eurent lieu au Moyen-Âge, surtout dans la région germanique de l'Europe. Mais l'un des affrontements les plus curieux eut lieu à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le seigneur de Saint-Georges perdit face à l'espionne transgenre française Déon de Beaumont. De Beaumont vécut ses 49 premières années en homme et les 33 dernières en tant que femme. Elle remporta le combat contre Saint-Georges par 7 touches à 0. Mais aujourd'hui, cela serait impensable. Tout d'abord, parce que les duels sont strictement interdits. Si l'on veut résoudre un conflit, il faut s'adresser aux autorités, même si leur justice prend des années. Et de plus, s'il arrivait aujourd'hui, Saint-Georges serait accusé de transphobie et son honneur serait attaqué partout. 1000 vies en duel ne suffiraient pas à le restaurer. Et s'il y a bien une chose qui a toujours caractérisé l'humanité, c'est l'intolérance, même si peu d'époques furent aussi sombres que le Moyen-Âge. Durant cette période,
on ne persécutait pas seulement des personnes pour leur ethnie ou leurs idées politiques, mais aussi pour leur orientation sexuelle. Dans l'Europe chrétienne médiévale, l'homosexualité était connue sous le nom de sodomie, un terme qui regroupait les pratiques sexuelles non reproductives, telles que le sexe entre hommes, entre femmes, et même la bestialité. Pour la société, l'homosexualité était considérée comme un grave péché dont la punition, dans de nombreuses régions, allait jusqu'à l'excommunication de l'Église, mais elle pouvait aussi inclure des châtiments corporels. Il était courant que les homosexuels soient condamnés à jeûner ou à faire un pèlerinage. Parfois, on les enfermait dans des monastères ou des cachots, mais il n'était pas rare non plus qu'ils soient soumis à des tortures physiques telles que la castration, la mutilation ou la flagellation. Et lorsque les relations homosexuelles impliquaient des membres du clergé, la condamnation pouvait aller jusqu'au bûcher. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les femmes lesbiennes étaient moins persécutées que les hommes homosexuels. Mais cela ne s'expliquait pas par une plus grande tolérance à leur égard. Simplement, au Moyen Âge, le sexe entre deux femmes n'était pas considéré comme un vrai rapport sexuel, puisqu'il n'y avait pas de pénétration. On ne les punissait que lorsqu'il était découvert qu'elles utilisaient des jouets ou d'autres objets. Cependant, en pratique, les accusations d'homosexualité étaient souvent utilisées contre des rivaux politiques pour les discréditer. Un exemple en est l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, c'est-à-dire les Templiers, si tu suis pas. Ces chevaliers furent accusés d'hérésie, d'idolâtrie et d'homosexualité. Selon les historiens, ces accusations étaient fausses et motivées par des intérêts politiques visant à dissoudre l'ordre et à confisquer ses biens. Qu'elles aient été vraies ou fausses, de nombreux membres de cette organisation militaire furent torturés et exécutés. Aujourd'hui, discriminer quelqu'un en raison de son orientation sexuelle constitue un délit. Mais malheureusement, la société moderne est encore remplie d'hommes et de femmes du Moyen Âge. Dans l'Europe chrétienne médiévale, toute personne croyant en un Dieu autre que celui prêché par l'Église catholique risquait de lourdes sanctions. La persécution religieuse fut un pilier de l'histoire européenne. Cette condamnation des pensées dissidentes était due à l'interconnexion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. L'Église catholique ne se contentait pas de guider la vie spirituelle des individus. Elle exerçait également un contrôle sur la vie sociale, juridique et politique. Du vœu au XVe siècle, de nombreux groupes religieux furent durement persécutés et punis, comme les cathares dans le sud de la France. Ils rejetaient l'autorité de l'Église et furent brutalement massacrés lors de la croisade des Albigeois. D'autres groupes chrétiens furent également persécutés, comme les Lollards en Angleterre, qui réclamaient des réformes telles que la traduction de la Bible en anglais. Par ailleurs, il y eut de nombreux conflits entre chrétiens et musulmans au Moyen Âge. Et après la chute de la ville de Grenade, nombre de ces hommes et femmes furent forcés d'abandonner l'islam et de se convertir au christianisme. Cependant, cette période fut également marquée par un profond antisémitisme. Les Juifs furent victimes d'une persécution systématique dans presque toute l'Europe. On les accusa notamment d'avoir empoisonné les puits, ce qui, selon les fanatiques religieux, aurait causé la peste. On les accusa aussi de meurtre d'enfants chrétiens. Diffamés de toutes parts, les Juifs furent contraints de vivre dans des ghettos, furent humiliés continuellement et même massacrés lors de pogroms. Et cela dans les royaumes où leur présence était encore tolérée, car dans bien d'autres, ils furent purement et simplement expulsés, comme ce fut le cas en France au XIIe siècle, en Angleterre au XIIIe et en Espagne au XVe. La persécution religieuse, si courante au Moyen Âge, est aujourd'hui un crime violant les droits de l'homme, sauf si elle a lieu sur Twitter. Là, en général, personne ne te sanctionnera. Mais si un jour tu te retrouves projeté dans le temps jusqu'au Moyen Âge, méfie-toi bien de toute plainte que tu pourrais émettre, car si quelqu'un soupçonnait que tu défiais l'Église, ton seigneur féodal ou le roi, tu risquais gros. Les hommes et femmes qui dérangeaient le système étaient punis de manière exemplaire. Ils étaient soumis à des tortures cruelles et exécutés publiquement. Aujourd'hui, les exécutions publiques n'existent plus, sauf peut-être dans certains talk-shows télévisés où l'on écorche vif les personnes impliquées dans des scandales. Mais au Moyen Âge, les écorchements étaient littéraux et avaient presque toujours lieu dans des endroits très fréquentés et accessibles, comme les places principales des villes et villages.
Cela servait à humilier au maximum le condamné, à briser son esprit et son corps, et à dissuader quiconque oserait défier l'ordre établi par les autorités. Le public assistait émerveillé à ces spectacles sanglants, comme s'il s'agissait d'un film d'horreur gore ou d'un combat de l'UFC. Il riait en entendant les cris de douleur de la victime, même si certains s'évanouissaient. En plus, le public pouvait insulter, lancer de la nourriture pourrie, voire cracher sur le condamné, participant ainsi activement au supplice. Enfin, dans la majorité des cas, les restes du supplicié étaient exposés pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, selon les lois actuelles, les exécutions publiques sont un crime. Et avant de finir, nous avons deux petites questions. Pour laquelle de ces coutumes médiévales serais-tu condamné aujourd'hui? Et crois-tu qu'il faille en rétablir certaines? Réponds-nous dans les commentaires et rappelle-toi qu'ici, l'intolérance n'est pas tolérée.